la première partie de la question, c'était le dimensionnement, entre guillemets, de l'Institut. Est-il ouais, suffisant, c'est pas le mot, mais peut-il englober ou est-il suffisant en France pour englober l'essentiel des maladies génétiques et là, en gros l'attente des familles où il y a toute une maladie différente, c'est d'avoir au bout du compte un traitement. Voilà, est-ce que c'est assez gros? Est-ce que c'est pas assez gros? Est-ce que C'est une très bonne question que vous posez, Cédric. On estime qu'il y a environ 8 à 9 000 maladies rares connues à ce jour environ. On dit classiquement que 80% de l'ensemble des maladies rares est d'origine génétique. Je vous dis ça, c'est des estimations. À Necker et à Imagine, c'est le même campus, hein, c'est l'hôpital Necker et l'Institut des maladies génétiques, c'est sur le même site. Hein. Et on voit à peu près entre 4 000 et 5 000 maladies, des patients qui ont entre 4 000 et 5 000 maladies rares au global. Vous voyez que ça représente quand même un nombre important hein, sur ces 8-9 000. Probablement, on est au moins à la moitié, voire un peu plus de la moitié. Alors pourquoi parce que historiquement, hein, Necker a toujours été donc un hôpital plutôt pédiatrique qui s'est intéressé à faire de la recherche depuis très très longtemps, hein, depuis le milieu des années 50. Donc il y a un historique important. Donc le complément de la réponse, c'est que oui, il y a certainement des maladies génétiques que nous ne voyons pas à Necker parce qu'il n'y a pas forcément les services cliniques pour cela et qui vont donc être prises en charge sur le plan du soin et ensuite du coup en lien avec la recherche dans d'autres structures hospitalières et de recherche. Mais il y a aussi des collaborations, les laboratoires de recherche font des collaborations. J'empiète un petit peu sur Jean-Pierre pourrait bien sûr le dire bien mieux que moi, mais voilà, les laboratoires, comme les cliniciens peuvent demander des avis à d'autres collègues, les laboratoires parfois travaillent et collaborent parce qu'ils sollicitent des collègues qui ont des compétences particulières ou inversement, ils sont sollicités parce qu'ils ont des compétences tout à fait uniques. Et donc, comme ça, on peut être amené à travailler sur des pathologies qui, au départ, n'étaient pas nécessairement le cœur de métier, disons, des services cliniques et ou des laboratoires de recherche. Donc, finalement, on va plutôt peut-être sur plus que 4 000 ou 5 000 pathologies différentes vues à Necker et sur lesquelles il y a de la recherche directe ou indirecte à imaginer. Oui, il faudra rajouter que je pense que le Imagine n'a pas vocation à l'exhaustivité de toutes les pathologies. Et il existe d'autres centres très très importants à Paris ou ailleurs en France, ou même en Europe, spécialisés sur d'autres types de pathologies. Et donc, il n'y aura pas beaucoup de sens à ce qu'il y ait des doublons de laboratoires sur ce type de pathologie. Sur les échanges entre médecins et chercheurs, ça fonctionne comment? C'est-à-dire déjà historiquement, le campus Necker et ses laboratoires de recherche principalement de l'INSERM ont toujours eu un lien extrêmement fort, ne serait-ce que par le fait que les directeurs de ces unités historiques étaient en général les chefs de services cliniques. Donc il y a toujours eu de toute façon un lien extrêmement fort entre la recherche et les services cliniques. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres institutions parisiennes de grands centres hospitaliers où ce lien entre la clinique et les laboratoires n'a pas été fait. Il y a quelque chose, la mayonnaise n'a pas pris, si on peut dire. Mais sur le campus Necker, c'est quelque chose qui existe et qui fait la spécificité de Necker depuis de très très nombreuses années. Et donc et donc encore une fois, le dialogue est double, c'est-à-dire que d'une part, on est en tant que laboratoire de recherche, on est là pour aider les cliniciens s'ils ont des questions à propos de leurs patients sur l'aspect diagnostic, l'aspect éventuellement traitement, l'aspect conseil génétique. Et nous, de notre côté, si on fait des découvertes X ou Y, on peut être amené à être intéressé par telle ou telle pathologie pour poser des questions sur les découvertes qu'on a faites. Dans ce cas-là, on va aller voir les médecins
Voilà, j'ai trouvé ça. Est-ce que ça vous parle au niveau clinique? Est-ce que vous avez des patients qui pourraient s'approcher de ce type de problématique? Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Je m'associe tout à fait à ce que Jean-Pierre a dit. Effectivement, ça va vraiment dans les deux sens. Ça va construire une culture commune, en fait. Ça prend du temps, quand même. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui doit vraiment se rester. C'est très important, c'est fondamental. Et on en voit les fruits très régulièrement. Chaque année, des découvertes sont réalisées dans différentes équipes à Necker, à Imagine. En utilisation, est-ce que ça va être comment ça va être utilisé par exemple en clinique est-ce que ça va être je sais pas une suspicion on fait tout de suite une prise de sang et on applique ce test comment voilà quelle est l'application comment dire est-ce que ça va améliorer? C'était 2 ans de diagnostic, je crois, en moyenne à une époque pour la taxidermie. Est-ce que ça va permettre d'améliorer ça? Comment vous allez l'utiliser, en fait, globalement? En dehors de la partie purement recherche. Il y a deux cas de figure qu'on peut utiliser avec ce biomarqueur. Un qui est l'aide directe au diagnostic. Donc, je disais que si Nizar voit un patient dont il pense qu'il y a des signes cliniques et biologiques qui ressemblent à de la taxidermectasie, mais c'est pas à vous que j'apprendrai que la taxidermectasie, c'est une forme très progressive et que dans le début de la maladie, les signes peuvent être relativement légers. Nous, notre biomarqueur, lui, il va être indépendant de la progression de la maladie. Il est très, très en amont. Ces patients vont présenter cette signature du biomarqueur typique de la taxi. Et en fait, et pour ça, c'est une signature qui est extrêmement robuste. Pratiquement plus de 90% des patients connus avec la taxidermectasie qu'on a testé avec le biomarqueur ont cette signature spécifique. Ce qui est très important, là, je confirme qu'en clinique, nous nous servons du test mis au point par l'équipe de Jean-Pierre de Villartès, notamment sur les patients atteints d'ataxie et grâce au financement ou cofinancement apporté par AT Europe. J'imagine très bien qu'il y a des patients adultes qui, comme ça, vont avoir des symptômes objectifs dont ils vont souffrir pendant un certain temps, même s'ils peuvent être considérés comme mineurs, mais enfin qui peuvent quand même entraver le quotidien de ces patients. Et enfin, donc le délai diagnostique là, qui peut être parfois de plusieurs années, voire même quelques dizaines d'années, mais enfin quand même, à un moment donné, on arrive à mettre un nom sur les symptômes qu'ils présentent. Et ça, c'est absolument fondamental pour non seulement le ou la patiente, enfin le patient ou la patiente, mais ça peut aussi avoir un impact sur la famille.